Salut tout le monde, je suis Christian Dion et bienvenue au podcast agricole du Québec. Bon, j'espère que vous allez bien. Le podcast est maintenant disponible sur presque toutes les plateformes comme Spotify, Balado de Apple, Google, puis toutes les autres. Ce que j'aimerais bien réaliser, ce serait de sortir au moins un podcast par semaine de 30-40 minutes environ. Je vais faire un blitz d'enregistrement pour avoir de quoi sortir durant les périodes un peu plus occupées de l'année. J'aimerais remercier aussi la gang des podcasts de garage. C'est grâce à eux autres que j'ai eu envie de me lancer un peu dans les podcasts. Puis un gros merci aussi spécialement au prestateur chronique. C'est qui ça, le prestateur chronique? C'est un personnage Twitter, mais c'est surtout le producteur des podcasts de garage. Il m'a donné une couple de bons trucs pour les montages, puis comment ajuster mon micro, tout ça. Fait que, merci, Press. Puis allez écouter ça aussi, là, les podcasts de garage. Ils font des entrevues de quasiment 3 heures de temps avec plein de monde connu. J'aime bien gros ce qu'ils font. Puis good job, les gars. Lâchez pas. Dans un autre ordre d'idée, c'est le temps des sucres qui arrive à grands pas. Puis dans notre cas, ben, l'entaillage est terminé depuis le 15 janvier. Les premières coulées servent surtout à rincer toute la tuyauterie, soit les mètres lignes puis les 5-16, puis surtout à faire les fuites. Donc, on doit remarcher toutes les rablières en raquette, dans la neige épaisse, humide, pour réparer les fuites. C'est probablement l'ouvrage le plus rintant qu'on a à faire. Je crois que c'est pire que de monter des escaliers pendant plusieurs heures de suite. Puis pourquoi faire des fuites? C'est parce que l'eau, elle arrive, il y a un système de vacuum dans la tuyauterie. Et puis, on doit être le plus étanche possible. Fait que c'est là qu'on voit, puis on entend des problèmes, mettons, comme des écureuils qui mangent des bouts de tuyaux, des arbres qu'on a oublié d'entailler, des choses qui arrivent. Donc, on est rendu à vous présenter un de mes collaborateurs. C'est un agronome avec qui je fais affaire depuis une couple d'années. Puis c'est aussi un ami. Alexandre Couture, des Agro-Services à Couture, Inc. Salut Alex, ça va bien? Ben oui, ça va super bien. Toi, Christian? Ben, certain, certain. Hey, Alex, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de toi, tes origines, tes études, les places où est-ce que tu as travaillé. Fait que dans le fond, c'est un peu comme une page LinkedIn en format podcast on va faire avec toi. Oui, ben c'est en plein ça, vu que c'est notre première collaboration, mais je pense que c'est important que les gens sachent d'où on vient, puis qu'est-ce qu'on a fait dans notre parcours pour arriver là. Fait que, ben, premièrement, merci de m'inviter comme collaborateur. Je suis bien content de participer à ça. Fait que, Ça fait bien si plaisir on de peut t'inviter. amener nos opinions au niveau agricole, puis ben, si je commence, ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis un petit gars de la Beauce, dans le fond, originaire d'une une ferme laitière, puis une ferme horticole à Saint-Éphrem-de-Beauce, la ferme Counard. Fait que la ferme aujourd'hui là, détient, je pense, au-delà de 250 kilos jour de quota. C'est mon cousin et ma cousine qui ont repris la relève de ça. Puis on avait aussi sur la ferme, nous autres, fraises, framboises, bleuets, maïs sucré sur une vingtaine d'acres. Dans le fond, j'ai grandi, moi, là-dedans, au niveau horticole puis production laitière. Fait que ça m'a amené dans mes études à savoir, bon, qu'est-ce que je fais, vers où je m'en vais. J'avais l'intention de devenir vétérinaire, premièrement, mais j'ai décidé de faire mon agronomie pour reprendre la ferme. Fait que je pense que c'était le meilleur parcours pour faire ça. Mais bon, on a dévié entre-temps. Fait que j'ai fait mes sciences pures au Cégep Beauce-Appalaches en Beauce pour ensuite aller à l'Université Laval. J'étais arrivé en 98 à l'Université Laval en agronomie spécialisée en production animale. Fait que j'ai tout fait mon parcours universitaire en production animale jusqu'à ma troisième été. Parce que là, on a un stage professionnel à faire. J'ai décidé de le faire dans une coop agricole dans la Beauce. Puis à ce moment-là, ils m'ont confié vraiment des tâches de production végétale. Tu sais, c'est pendant l'été, un stage. Fait que, évidemment, faut aller prendre des analyses de sol, il faut travailler au plan d'engrais, il faut dépister mauvaises herbes. Puis il n'y avait quand même pas beaucoup de représentants à cette coop-là. Fait que j'ai eu beaucoup d'autonomie. Fait que même j'ai eu à gérer le plan d'engrais tout seul. Fait que ça m'a donné, ça m'a donné une petite flamme à ce moment-là pour dire crème, c'est bien production végétale finalement. Fait que ça m'a orienté pour ma dernière année d'agronomie de prendre tous les cours en production végétale. Fait que durant un Oui, stage, Christian? ils t'ont donné des tâches de directeur quasiment, là. C'est ça? Ah oui, 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 vraiment. Fait que, parce que le responsable de plan d'engrais
il disait, Alex, t'es bon, toi, là-dedans. Là. Tu vas être bon pour prendre les appels, formuler. Puis, il m'avait montré comment formuler dans l'ordi, puis comment opérer le Bobcat, puis comment les livrer, puis tout ça. Fait que, ouais, fait que pendant 2 semaines, là, j'ai opéré ça tout seul. Fait que j'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé ça. Le petit côté direction aussi. Là. J'ai pas eu ça. Vous allez voir dans mon parcours aussi, un peu plus loin que j'ai été directeur aussi. Fait que suite à ça, c'est ça, j'ai fait ma dernière année d'université en production végétale. Puis on m'a engagé dans une coop agricole à Actonville. Ça aussi, c'est une toute petite coop. On était 2 représentants spécialisés en production végétale. Puis c'est une des premières coops qui a développé l'arrosage à forfait. Fait qu'encore là, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'employés, ben c'est moi qui étais sur l'arroseuse. Fait que, dans le fond, j'ai eu à faire l'arrosage à forfait. Je faisais les recommandations, j'allais arroser, on vendait les semences, on recommandait les engrais, puis on travaillait au plan d'engrais aussi, on livrait l'engrais. Fait que dans le fond, ça a permis de toucher un peu à tout. Là. Fait que tout ça était important quand même dans mon cheminement pour comprendre tous les échelons dans la production c'est quoi leurs contraintes, c'est quoi qu'ils ont de besoin et tout. Fait que ça a été un gros plus dans ma carrière de vraiment être sur le plancher des vaches, puis de mettre mes bottines, puis d'avoir à faire les opérations. Fait que ça, j'ai fait. Oui, Christian? Puis la coop à Actonville, ça ne doit pas couvrir un bien grand territoire parce que tu as, Non, ça avait un territoire, tu sais, parce que tu l'autre avec Granby qui est quand même pas loin. Ouais, anciennement, c'est ça, c'était Coop Excel à Granby. La Star, ça a tout fusionné. Là, c'est devenu la Coop des Montérégiennes dans ce coin-là. Fait qu'Actonville couvrait de Upton, Actonville, descendait vers Durham-Sud. Ça allait jouer jusqu'à Valcourt aussi. On allait à l'Avenir, puis on allait frôler Drummond, Ah, Saint-Théodore d'Acton. Fait que c'était pas mal ça. Fait que dans le fond, quand même un 40 km de rayon, là, je te dirais. Là. OK. Fait que, non, une belle petite coop, mais coop très dynamique. C'est ça qui a fait sa réputation par le forfait. Là. Fait que ça a été un gros plus de pouvoir travailler là. Euh, fait que ça, j'ai travaillé jusqu'en 2006 à la coop d'Actonville pour ensuite être engagé par la coop fédérée parce que là, moi, vraiment, je mangeais de la technique. Là. J'aimais ça. Fait que j'ai pris beaucoup de formations, je faisais beaucoup de tests. Tu sais, je m'intéressais beaucoup à ça. Fait que la Coop fédérée ont décidé de m'engager là, comme conseiller spécialisé en production végétale pour tout le centre du Québec. Fait que là, à ce moment-là, je couvrais vraiment de Baie-du-Fèvre jusqu'au lac Mégantic. Fait que j'avais une dizaine de coops que j'étais le responsable des représentants en production végétale. Fait que quand eux avaient des questions, qu'ils avaient des problèmes, c'était moi qui les accompagnais sur la route là, pour aller plus loin côté technique ou pour régler des plaintes ou fait que différentes choses qui pouvaient arriver plus et aussi ramener l'information aux représentants. Fait que mon rôle, c'était d'aller chercher de l'info technique qui se faisait ailleurs, aller d'un colloque aux États-Unis, aller lire beaucoup pour ramener l'info à la gang qui est en contact direct avec les producteurs. Fait que ça a été OK. 3 années que j'ai fait là. Pour ensuite, puis là, je restais à Nicolet dans ce temps-là. Puis le directeur des ventes de la coop Couvillac a décidé de quitter pour la coop fédérée, puis ils m'ont offert son poste. Fait que là, moi, ça me permettait de me rapprocher de chez nous, d'être plus près, puis de revenir aussi sur le plancher des vaches, là, parce que des fois, être agronome à haut niveau, c'est le fun, tu fais des recommandations, tu vas partout aux États-Unis voir qu'est-ce qui se passe, mais en même temps, tu n'es jamais imputable de rien parce que tu n'es pas directement avec le producteur. Tu sais, tu donnes un conseil au représentant qui donne un conseil au producteur, mais quand ça va bien, ben, c'est pas toi qui le mérite. Quand ça va mal, ben, tu peux pas le savoir, c'est le représentant qui est au bat aussi. Ouais. Fait que c'est pour ça. Fait que quand j'ai eu la chance vraiment de dire OK, je retourne au niveau local, ben, j'ai décidé de sauter sur le poste. Fait que j'ai fait ça pendant 10 ans. Directeur des productions végétales à la coop Couvillac. À travers ça, ben, beaucoup de fusions, hein, comme partout, comme dans tous Ouais. les domaines. Fait que Couvillac se regroupe avec la coop d'Agrilet, la coop de Parisville. Fait que finalement, j'ai géré 3 coops en même temps là, pendant quelques années. Fait que j'avais une trentaine de personnes à ma charge. Là. Je gérais aussi tous les gars de plan d'engrais, les opérateurs d'arrosage à forfait, les gens des entrepôts et tout ça. Fait que dans le fond, vous voyez que dans toute ma carrière, il y avait un gros volet
gros volet technique, agronomique, mais aussi un volet gestion de ressources humaines et tout ça. Fait que là, la croisée des chemins s'est faite en 2018 quand j'ai été approché par Pioneer, dans le fond, qui est venu me voir. Ils ont dit, Alex, tu pourrais prendre la relève d'une agence qui est dans ton coin, qui était tout près de Nicolet. Une super belle agence Pioneer que quelqu'un, Rocamel, qui était là avant moi, a fait 36 ans de service, puis il donnait tout qu'un service, là. Fait que Ouais. vraiment, ça a été un privilège qu'on m'offre ce poste-là. Puis en même temps, ben, oui, c'est temps plein, un représentant payonnais, mais on sait qu'il y a des roches. Puis pendant l'été, ben, toutes les semences sont livrées, tout est rapatrié. Ben, il y a une période un peu plus morte, mais moi, j'ai soif de technique et tout. Fait que le déclic s'est fait dans ma tête à dire, crème, OK, le setup est parfait pour être capable de partir en même temps ma compagnie de services agronomiques à travers l'agence Pioneer. Fait que là, vraiment, les étoiles sont alignées, puis j'ai dit, OK, oui, c'est là que ça se passe. Fait qu'à l'été 2018, ben, j'ai fondé AgroService à Couture, qui vraiment accompagne là, présentement. Là, j'ai quelqu'un qui est avec moi là, depuis le mois de janvier. Là, fait qu'on est deux maintenant. Puis on s'occupe de 28 producteurs. Fait que à peu près 20 000 acres là, dans la région de Nicolet, que c'est nous qui font les recommandations d'engrais, de pesticides, les suivis, les profils de sol et tout ça. Là. Fait que là, je pense que je suis là pour le restant de ma carrière s'il n'y a rien qui change. Ouais, mais on le voit chez Pionnier, là, bien quand on va au salon d'agriculteurs, par exemple, là, le stand de Pionnier, c'est tout le temps bourré de monde. Tu sais, il y a une belle camaraderie chez Pionnier aussi. Ben, il y a une belle esprit de famille, puis ce qui fait la force, c'est justement que ceux qui ont les agences, ben, de un, c'est notre business personnel. Hein. Ouais. Fait que, on est tous en compagnie, on travaille pour nous-mêmes, fait qu'on on est des agences indépendantes. Fait que, euh, fait que les gens sont là, ils s'impliquent, puis on fait tout aussi. Là, on n'a pas personne d'adjointe administrative qui va faire les factures, qui fait tout. Fait que le représentant va faire, oui, la vente de semences, va faire le conseil, va faire la facturation, fait la livraison. Fait qu'on est toujours, toujours avec le producteur. Fait que c'est simple pour le producteur aussi. Il y a une personne à qui parler, puis c'est son représentant Pioneer. Fait que, Ouais, c'est ça. puis, tu sais, au Québec, on n'est pas beaucoup, là, on est, je pense, une quarantaine d'agences, puis on relève toutes de l'Ontario. Là. On a une spécialiste aux ventes pour la province, puis c'est elle qui nous fournit la semence. Fait, il y a pas 3-4 échelons. Là. Il y a nous autres, puis la compagnie mère qui est à Chatham. OK. Fait que c'est ça. C'est pour ça, dans le fond, que j'ai accepté d'aller là. Je voyais ça très simple, puis c'est ça, vraiment pas compliqué là, puis, Puis pour être capable de s'épanouir là-dedans. c'était un nouveau défi aussi, là. Oh oui, vraiment, là, c'est un nouveau défi. Mais je ne l'aurais pas fait après un an de carrière. Là. Tu sais, j'ai fini l'université en 2002. Là. M'avoir fait offrir ce poste-là à ce moment-là, je n'aurais pas été capable. Pourquoi je suis capable de le faire maintenant, c'est toutes mes habiletés de gestion que j'ai appris par tous les jobs que j'ai faits. Puis oui, j'en ai déjà géré un entrepôt, puis conduit un lift, organisé des livraisons. Fait que tout ça m'a permis d'être capable d'opérer cette agence-là vraiment plus facilement parce que c'est pas une petite agence, là, c'est quand même assez gros le volume qu'on dessert ici dans la région. Fait que ça prenait un certain bagage, je pense, là, pour être capable d'accepter ça. Mais la première année est assez stressante, mettons. Ouais. Mais t'avais une pas pire paire de bottines à chausser, là, celle de rock quand même, là. Ah oui, toute une paire de bottines, mais la beauté aussi chez Pioneer, c'est qu'ils ont un mentorat. Fait que lui qui prend sa retraite, ben, il est avec nous pendant 2 ans pour. Ben, carrément, il peut embarquer sa route avec nous. Moi, dans mon cas, ben, tu sais, je voulais le faire tout seul. J'avais quand même de l'expérience en représentation et tout. Fait que j'ai décidé de faire ce bout-là tout seul. Mais il était toujours dans le back-office pour me donner des conseils au niveau de la facturation, comment il s'y prend dans le champ, comment il gère ses livraisons. Fait que ça m'a été d'une sérieuse aide là, au niveau de mon développement là, chez Pioneer. Ben, tu sais, dans le fond, vous étiez dans le même territoire, fait qu'il y a beaucoup de producteurs que tu connaissais déjà, là. Oui, exactement. Je les connaissais déjà. Je connaissais déjà beaucoup Rock aussi parce que dans le fond, on se compétitionnait, mais on ne peut pas dire qu'on était amis tant que ça, mais on se respectait énormément dans le champ. Fait qu'on a fait des parcelles ensemble et tout. Fait que ça a été une transition qui a été
qui était agréable avec Rock et sa conjointe France. Là. Ah, j'en doute pas, j'en doute pas. C'est tellement du bon monde, là, Rock puis France, là, puis il y avait René aussi qui était dans le décor un peu de. Ben, des fois, il était là, des fois, il repartait, il revenait. Oui, exactement. Mais René, il a toujours été en arrière de moi, puis il n'avait que des bons mots. Fait que sinon, ça a été bien agréable Oui, oui, ben oui, c'est sûr. C'est de sûr. travailler avec eux. Bon, puis si on fait un petit Yes, peu. fait que c'est ça. Fait que ça fait le tour un peu Ben oui. de où je suis parti. Fait que, on a un genre et Fait noir. que oui, là, oui, je t'écoute. Un- Yes, petit gars de la Beauce. Fait que là, on était rendu à faire un petit round-up de la dernière saison. Qu'est-ce que les bons coups, mauvais coups, qu'est-ce qu'on a eu comme saison, entre autres, là, qui était. Ça a parti Ouais, d'une certaine façon, puis à un moment donné, ça a déboulé sur l'autre bord. On ne l'avait pas vu venir, la saison des pluies, mettons, surtout quand pour récolter le soya. non, exactement. Ça a été une saison en dents de scie où il y a eu des découragements en début de saison pour finir par des belles choses qui sont arrivées. Mais je peux vous faire, oui, vraiment. Ben, tu m'avais demandé ça, de préparer ça, de faire un beau wrap-up de l'année, parce que ça en était toute une année. Là. Fait que, on peut parler, puis là, on peut parler de nos expériences de part et d'autre là, au niveau des différentes cultures. Fait que moi, dans le fond, mon expérience est en grande culture. Fait que je vais vous parler des céréales, du soya et du maïs, puis des prairies aussi. Fait que si on débute l'année, ben, ça commence toujours par la fonte de la neige, puis aller voir qu'est-ce qui s'est passé avec notre blé d'automne puis nos prairies. Fait que ça peut être un bout bien agréable. Là. Les prairies, tout comme au printemps 2019, la luzerne, elle valait pas cher. Là. Mais il a fait très froid au printemps aussi. Hein. Fait que la luzerne n'a pas décollé vite. Fait que on avait des décisions à prendre au début mai, à savoir est-ce qu'on garde les champs, est-ce qu'on les laisse aller. Fait que beaucoup de champs de luzerne, on a décidé de les laisser aller pour aller semer du soya ou aller faire d'autres choses là, parce que l'hiver avait été vraiment trop dur. Tout ce qui est blé d'automne aussi, moi, tout a été abandonné là, dans le territoire de Nicolet. Là. Il s'était formé de la glace pendant l'hiver, puis le blé. Il n'a vraiment pas aimé ça, ce Ouais, bout-là. puis Là. on n'avait pas eu une belle automne 2019 pour aider à l'implantation des céréales d'automne aussi. Ah non, vraiment pas. Tu sais, on a semé de peur pas autour du 10 octobre, mais on sait l'automne 2019 qu'on a eu, là, c'était humide, il a fait froid, il y a eu de la neige. Fait que dans le fond, le blé, on dit qu'on aime ça semer ça en septembre. Bon, des fois, on tolère, on dit jusqu'au 5 octobre, ça va aller. Là, on était rendu 5, 6, 7. Il va faire beau, tu sais, on va se donner une chance, on va le semer, mais après ça, grosse pluie, puis après ça, froid intense, neige. Fait que dans le fond, le blé n'a Ouais. jamais réussi à s'implanter comme il faut, à faire des racines solides. Puis souvent, on aime ça que les céréales d'automne commencent à taler avant l'hiver, mais là, il était loin de taler, là. Il était à peine sorti de Ben, terre. Là. Fait il y que, avait tombé quoi, 4 pouces d'eau le 31 octobre, puis le 1er novembre, les gros coups de vent où le maïs, ça va tout coucher à terre. Après ça, exact. c'est quoi, c'est 5 jours après ou 10 jours plus tard qu'il a neigé? Après ça, Oui, la neige n'a jamais reparti. non, non, exactement. Fait que, tu sais, ça a été la pire automne qu'on a pu avoir vraiment pour l'implantation des céréales d'automne. Fait que ça a comme semé le printemps 2019 en même temps. Là, en voyant ça, on savait déjà qu'on partait avec une prise. Puis là, tu parlais tantôt de la grosse pluie du 31 octobre suivie des vents de 110 km/h le 1er novembre. Bon, vous l'avez vécu partout dans la province. Là, ça a causé de la Oh, verse au niveau du maïs un peu partout dans tous les champs et toutes hybrides et toutes couleurs confondues. Là. Euh, Sauf que du maïs couché à terre comme ça, après ça, il a fait très froid. Ben là, vous avez battu, mais ça n'a pas été simple. Il a resté beaucoup d'épis par terre, beaucoup de cannes à terre. Puis les cannes, comparées à l'automne qu'on vient de vivre, ils n'ont pas commencé à se décomposer non plus. Hein. On a battu, la canne était dans la glace. Premièrement, elle n'était pas morte parce que le maïs ne s'est jamais rendu. Il ne s'est pas non. rendu à terme, il n'y a pas eu de point noir. Fait, il n'y a pas eu la sénescence normale de la plante où tu fais là, je suis morte, puis je peux mourir, je peux me dessécher. Fait que la plante n'a pas vécu ça. Fait qu'elle cherchait juste, elle, à vivre, essayer de tolérer les gels pour être capable de faire sortir son point noir, qui n'est jamais arrivé. Mais dans le fond, ça a fait que la canne n'a pas amorcé sa décomposition. C'est venu nuire ça au printemps 2020 énormément parce que là, on s'est réveillé au printemps avec un matelas de résidus au niveau du sol qui n'avait pas été travaillé, évidemment, parce qu'on n'a pas eu l'automne pour travailler C'était les gelé. sols. Ouais, c'était gelé, il n'y avait rien à faire. Puis ces cotons-là, vu qu'ils n'étaient pas morts, qu'il n'y avait pas eu de décomposition d'amorcer,
très, très, très difficile à travailler. Vous le savez, les gens partaient passer soit une déchaumeuse ou au travail de printemps, puis c'est comme si on n'avait rien passé, là. C'était intact au niveau du sol. Fait qu'il a fallu semer à travers ce matelas-là qui était pas simple, là. Vraiment Non, pas non, non. simple. Fait que ça, c'est un peu le portrait là, du printemps. Là, si je regarde, on parlait de céréales tantôt. Bon, le blé d'automne, on sait qu'on l'a abandonné, mais il s'est fait aussi des céréales de printemps. Super beau départ. Vraiment, on a semé ça de bonne heure parce que, tu sais, il faut Oui. se le dire, on a commencé à semer autour du 27-28 avril, même les premiers autour du 25 dans la région de Nicolet, là. Je pense que Mais j'ai dans ce semé coin. le mien le 24, mon orge. Ah 24-25. oui, c'est vrai, la semaine avant, ouais, moi je parlais du maïs, mais tu as raison, les céréales, ils s'en estimaient ouais, un petit peu avant le 25. Fait qu'à ce moment-là, un peu d'humidité dans le sol. Il faisait froid, mais les céréales, on sait que ça n'a pas besoin non plus énormément de chaleur pour germer puis décoller. Fait qu'on a eu des super beaux champs de céréales très uniformes. Fait que tout était beau, tout a bien décollé jusqu'au, je dirais, 10-15 juin environ, que là, le froid a fait place à la chaleur intense, puis il n'y avait pas vraiment mouillé du printemps non plus. Fait que pas d'eau dans le sol, grosse chaleur qui arrive. Fait que là, il y a bien des champs de céréales que j'allais visiter à ce moment-là, puis qu'on s'est dit, ouais, ils passeront pas à travers, là. C'est la première fois Ouais. que je voyais ça, dire vraiment lancer la serviette puis dire que c'est vraiment foutu, là. La plante est complètement sénescence, elle est jaune, elle est en train de tomber, elle est en train de griller dans le champ. Fait que ça a été très difficile autant pour l'orge, le blé, l'avoine, à peu près toutes les céréales à ce moment-là. Ouais, puis On pouvait très, dire que ça se ressemblait là, beaucoup. très, très courte. Moi, mon orge, je m'arrivais même pas aux genoux. Puis j'ai eu quand même une Exactement. tonne et quart à l'autre, là, ce qui est... Dans mon cas, je fais tout le temps, tout le temps 2 tonnes. Cette année, une tonne et quart. Puis en plus, c'est de l'orge de brasserie. 96% de pré-germination dans le champ. Juste avant de la récolter, elle va tomber genre 3 pouces d'eau. Elle était Hmm. mûre, puis c'était une année, surtout les céréales, mauvais timing de bout à l'autre. Tout arrivait, tout a donné mal. Ah non, c'est ça. Tout ce qui est négatif est arrivé au moment bien précis pour nuire à notre céréale. Exact. Fait que non, ça a été problématique. Mais tu vois, une tonne et quart dans votre coin, c'est quand même bon pour la saison de ce qu'on a vu comme rendement dans la région, là. Oui. Mais effectivement, que d'habitude, on vise beaucoup plus proche du 2 tonnes, là. Mais la pire que j'ai vue dans les céréales, c'est l'avoine. L'avoine a eu une réaction ça non plus, je n'avais jamais vu ça. On disait tantôt qu'elle a failli mourir. Mais quand il s'est mis à mouiller à fin juillet, vraiment comme à partir de la mi-juillet, fin juillet, on a eu plus de pluie. Ben là, l'avoine a décidé de se donner une deuxième chance, elle. Fait qu'elle est repartie décider de taler à ce moment-là. Fait que là, on avait des beaux épis, ben, des beaux épis, ce qu'il y avait comme épis, là, mais qui étaient en train déjà de jaunir. Et là, tu vois apparaître, là, les producteurs m'appelaient, ils disaient, Alex, il doit y avoir de la mauvaise herbe dans mon avoine, elle verdit au lieu de jaunir. Ben non, ça se peut pas. On va voir, mais effectivement, les tales qui collaient. Mais là, tu es pris avec un épi, une panicule qui est en train un peu de jaunir, un peu en train de sécher. Puis il y en a plein de belles nouvelles qui sont en train de sortir à la base. Là, tu as un choix déchirant à faire. Est-ce que j'attends que toutes ces nouvelles panicules-là, on les rend à terme puis on va récolter plus de grains? Ou on scrape ça tout de suite, on fait en données, ou il y en a qui ont fait une application de glyphosate à ce moment-là pour vraiment la brûler puis juste aller chercher la tige principale, là. Hey, t'as Fait que du ça a grain qui est été assez mûr, déchirant. puis du grain vraiment pas mûr. Ah, plus que pas mûr. En lait, là, tu sais, on ne peut même Ouais, pas ouais. dire pâteux, là. C'était au stade vraiment laiteux. Fait qu'il y a eu différentes stratégies, là, mais il y en a-tu une meilleure que les autres, je ne sais pas trop. Mais je pense qu'au final, elle est à recommencer. J'aurais abandonné là, puis on aurait ramassé les premières grappes qui étaient sorties parce que ceux-là, c'était des grains qui étaient quand même assez gros, qui avaient un poids spécifique, pas parfait, mais correct. Tandis que ce qu'on a laissé aller, les petites grappes laiteuses, ben, eux autres, à un moment donné, ils ont abandonné aussi, puis ça a fait du petit grain léger, là. Fait que ça n'a pas donné grand-chose. Puis quand on est arrivé pour récolter ça, ben, les premières grappes qui étaient sorties un mois plus tôt, ben, eux autres étaient tombés à terre, là. Fait Ah, que ça a vraiment pas été parfait. Fait que de voir des 0,2 tonnes à l'autre dans l'avoine, j'y croyais pas, mais ouais, on a vu ça cette année. oh boy. Oh boy. Ouais. Puis le blé, ben,
il a donné ce qu'il avait à donner, ou il a manqué d'eau puis qu'il n'y a pas eu de pantoute de pluie en juin, ben, c'était plus proche du 0,7, 0,8, point Newton à l'autre. Mais dans votre coin, toi, tu restes à la visitation de Yamaska. Oui. Vous êtes probablement béni. Ben, tu as été béni aussi en 2017 avec, avec une bande de pluie qui passait à tous les jours chez vous, là, je pense. Là. Ben, Mais béni dans l'autre sens, là, oui. oui, c'est ça. Fait que, je pense qu'il y a plus d'eau qui passe à la visitation, mais cette année, ça l'a aidé parce qu'il a tombé, je pense, autour du 19-20 juin, il est tombé un 50 mm d'eau vraiment sur vos terres. Puis ça l'a Ouais. sauvé les champs de céréales qu'il y avait dans votre coin, puis des champs de maïs aussi. Oui, ça, c'était à Saint-Jean-Baptiste, si je me souviens bien. Ouais, peut-être juste un petit peu avant, ouais. Donne-moi 2 petites secondes, là, je retrouve ça. Là. Ouais, c'est ça. Le 23-24 juin, moi, dans le fond, au garage, j'ai eu 20 mm, puis ma terre à Grande Plaine, 22. Puis ma terre à Bétufèvre, 15 mm. Parce que moi, c'est ça. J'ai un pluviomètre sur chaque terre. Parce que ben du monde n'ont pas, mais j'ai cru. En faisant ça, je me suis rendu compte que j'avais une terre qui mouillait, puis assez souvent. Ma terre à Grand Plaine, là, il y a un corridor de pluie, fouille-moi pourquoi, mais l'eau qui tombe là, comparativement ailleurs, c'est fou raide. Ah oui, c'est incroyable. Puis on voit ça partout, puis on ne s'en rend pas compte tant qu'on ne met pas un pluviomètre pour voir les différences. Mais dans ce cas-là, quand tu vis une année comme cette année, ben 10 mm de plus, ça peut faire toute la différence au niveau de ton rendement. Là. Fait Ouais. que autant positivement des fois que négativement aussi. Là, on parlait de 2017 tantôt. Là, fait que quand il tombait 50 mm, c'était pas parfait. Là. Regarde, je prends le 6-7 juin au garage, 25 mm, puis chez Franklin, sur ma terre à Grand Plaine, 34 mm. Puis entre les deux pluviomètres, là, il y a peut-être 3 km à peine. Exact. Là. Fait que c'est vraiment une bande de nuages qui passe, qui passe au-dessus de la Grand Plaine, puis ça se Oui. décharge là, mais ouais. Fait que non, fait que c'est ça pour cette année, ben ça a été un gros plus. Ben, j'ai vu des rendements jusqu'à 1,3 tonne dans le blé, vraiment très près de chez vous, là, dans ce secteur-là. Puis c'est le seul secteur sur mon territoire que j'ai vu ça. Là. Puis c'est vraiment c'est exactement à cause de cet orage-là qui est arrivé pile Ouais. poil, juste au bon moment. Ouais, juste au bon moment. Exact. Fait que ça a fait un peu. Ça a fait un peu le tour des céréales. Puis là, après ça, ben, comme tu disais, au niveau, quand il est arrivé le temps de la récolte, ben, c'est tout le temps à ce moment-là qu'il mouille. Hein. Fait que c'est ce qu'on a vécu à ce moment-là dans les céréales. Fait Oh que, oui, ça loin d'être parfait. non, exact. Surtout avec de l'orge, L'autre, mais là, l'autre, je me suis rendu compte que des épis qui tombaient à terre, j'avais jamais vu ça avant. Mais l'orge de ouais, brasserie, habituellement, il faut aller la récolter quand elle est encore humide. Mais là, elle était mûre, il a mouillé. Puis là, avec la chaleur qu'on a eue, ça a mûri encore plus vite. Fait qu'elle était super sec quand je l'ai récoltée. Puis il y a des épis qui ont tombé à terre. Habituellement, ça n'arrive pas. Quand on la ouais, récolte dans le bon temps, exactement. il n'y en a pas. Quand la tâche de l'épi sèche comme il faut, tu as, un peu de temps, puis après ça, ben, l'épi, la tête se met à casser, puis là, ça vient très fragile. Fait que s'il vente un peu ou que ça brasse pendant le battage, ben, ça peut tomber à terre plus facilement. Là. C'est ça. Ou le 3 pouces Ah d'eau. non, ou 3 pouces d'eau, comme on a vu à ce moment-là. Ouais. Fait que non, fait que ça a été la culture un peu plus catastrophique cette année, mais ça m'amène à parler du foin un peu. Tantôt, on parlait Ouais, que ouais. l'hiver n'avait pas été bien clément pour la luzerne. Fait qu'imaginez vraiment la première coupe aussi. Fait qu'on a un départ qui n'est pas beau, on a de la mortalité hivernale, on n'a pas d'eau du tout au mois de juin. La première coupe, d'habitude, ça se fait début juin jusqu'à mi-juin. Fait que pas d'eau du tout dans cette période-là. Fait que ça a été une première coupe catastrophique. Normalement, on se dit que tu as 60 de ton rendement de foin en première coupe. Ben, cette année, ça ressemblait plus à 20-25 à peu près d'une année normale. Fait que je peux vous dire que le découragement était là dans les yeux des producteurs parce que l'année précédente avait été pareil. Les inventaires de foin étaient très bas. Le prix du foin était cher. Puis là, tu n'as pas de foin en première coupe. Tu es supposé te réchapper avec ça. Fait que non, ça a été bien difficile, mais on s'est repris au niveau du foin, par exemple, parce qu'on a une deuxième coupe et une troisième coupe qui ont été, j'ai envie de dire, miraculeuses, là, qui ont remplacé la première coupe. Fait que ça a fait une moyenne annuelle correcte. Là. Sans dire on n'a pas battu de record, là, mais ce qu'on a eu en deux et en trois supplémentaires ben, est venu compenser ce qu'il y avait en première. Fait que ça, au moins,
rendu à cet automne, les producteurs laitiers ont pu respirer un peu plus, là, puis dire, OK, là, j'ai assez de foin dans le fanier pour passer l'hiver. Oui, après ça, il s'est Fait mis à mouiller, mais on s'était pas parti pour mouiller. On pensait qu'on était pour avoir une sécheresse interminable. Puis finalement, il a rien que pas mouillé pendant peut-être un gros mois et demi, ouais, ou très peu. exactement. Ah oui, on comptait les millimètres là, avec d'autres producteurs. Là, il y en a qui me textent et disent hey, Alex, il a tombé 1 millimètre, 2 millimètres. Fait qu'on s'encourageait à coups de millimètres. Là. Mais ouais. Fait que non, on n'a pas vécu ça souvent, mais il va falloir se faire quand même, sans dire qu'on va vivre des sécheresses ou qu'on va vivre des saisons plus pluvieuses, mais on vit quand même plus d'extrêmes climatiques. Fait que faut juste essayer de répartir notre risque le plus possible. On a parlé des céréales qui a été une catastrophe, mais là, on va parler des autres cultures. Puis au final, des fois, le fait qu'on fait des rotations, ben, ça vient nous sauver au niveau de l'entreprise. Là. Ouais. Fait que Pas le tout mettre ses soya, œufs dans le même panier. et voilà. Et voilà. Cette année, c'est sûr que c'est tentant de juste vouloir faire du soya. Quand tu regardes les prix à la récolte, le soya, on sait que le coût de production n'est pas très élevé en termes d'intrants. Fait que quand tu vois des prix à 550 pour la récolte dans le run de Prédé, ben, tu te dis ouais, je m'en vais-tu tout en soya? Fait qu'il y en a qui ont pris la décision de dire je ne fais pas de céréales en 2021, mais je pense quand même que la rotation a sa place, là, a Ouais, vraiment moi, sa place. Puis, je fais encore plus grand de céréales l'année prochaine. Traitez-moi d'épais, ben, en c'est tout cas. non, ben ben, tu n'auras pas ton retour sur l'investissement l'année prochaine, mais tu vas l'avoir dans 2 ans quand tu vas revenir en maïs sur ton retour de céréales. Ben, la tonne hectare de plus que tu vas avoir, là, ben, est dans tes poches, celle-là. Fait que c'est ça qu'on a de la misère à faire, puis je le sais, Ouais. on regarde l'année même pour nos des paiements puis des locations de terre. Là, c'est normal de penser comme ça, mais des fois, quand tu regardes d'un horizon de 5 ans puis tu fais un budget de 5 ans, ben, l'année de maïs après les céréales, c'est clair net et précis que tu as plus de rendement que sur un retour de maïs ou un retour de soya. C'est Ça, pour c'est ça. à tous les coups. Là. Parce que moi, là, je suis rendu à refaire des céréales sur des champs où je n'ai pas besoin de retourner niveler. Donc là, je fais comme en arrière du garage. Là, tu connais mon champ? Oui. Bon, ben là, je vais avoir céréales là-dedans. J'ai pas mes bouts. J'ai des bouts qui viennent de la ville de Saint-Hyacinthe. Après ça, on sème un engrais vert. Là, on va pouvoir les semer de bonheur, mes engrais verts. Ils vont avoir le temps de faire de la racine, faire de la biomasse, puis travailler. L'engrais vert va travailler le champ d'une certaine façon. Là, tu sais, c'est comme faire des céréales. Bon, c'est comme si tu fais un pas de reculon, mais après ça, ça te donne une swing pour une coupe d'années, là. Ouais, c'est ça, c'est pour en faire 3 d'avant, après, puis tu viens vraiment aider toute la vie microbienne dans ton sol avec, là, tu parlais des engrais verts, les bouts de Saint-Hyacinthe, tout ça mis ensemble fait un bel amalgame là, pour augmenter la santé de tes sols. Là. Ça, c'est clair. Ben, c'est ça, c'est en plein ça. C'est là-dessus qu'il faut s'enligner. Tu sais, améliorer la santé des sols, oui, parce que si on pogne une année sec, tu vas avoir plus d'eau disponible dans ton sol. Puis si tu pognes une année mouilleuse, ton champ va mieux se drainer. Il faut travailler là-dessus, je pense. Exact. Ben, tu sais, quand on parlait tantôt de pardon et de gestion de risque, là, ben, c'est ça. Quand tu as des sols en santé, ben, c'est capable de pardonner plus facilement dans les différents extrêmes, que ce soit la sécheresse ou que ce soit les excès d'eau, là, par la structure de sol, par la matière organique qui retient l'eau. Fait que c'est un tout, hein, mais là, c'est facile à dire comme ça, là, augmenter la santé des sols. C'est pas si simple, puis des fois, ça peut prendre peut-être pas une génération, là, mais ça Ouais, prend mais pratiquement 3 cycles de rotation là, pour en arriver là. c'est une saison à la fois, là. Fait que, tu sais, on le C'est fait ça. pas. C'est pas on fait ça la semaine prochaine, puis l'autre semaine d'après, là, tout est revenu correct. Là. C'est loin d'être ça. Là. Mais tu Ah sais, j'en non, ai c'est fait. ça. Fait qu'il faut vraiment. Tu sais, j'ai fait on dévie un petit peu, là, mais tu sais, j'ai fait des SCV, des semis sous couvert végétal, puis on prend ma terre là, qu'on s'est servi pour la conférence pour Granulaire là, avec le bulletin des Oui. agriculteurs. Puis tu l'as vu, le champ, il a changé en tabarouette. Il a tellement changé de poil, là, il est méconnaissable là, depuis les derniers 5 ans, je te dirais. Là. Ah oui, vraiment. Tu sais, le fait d'avoir mis des racines là-dedans, puis de pas trop le travailler, ben, tu vois, tu l'as amélioré. Là. Il n'est pas parfait encore, mais de où qu'il est parti, c'est jour pas nuit. Là. Ah Vraiment, oui. vraiment. Là. Puis dans le rendement de maïs cette année, c'était mon deuxième meilleur champ. On n'avait C'est jamais ça. vu ça. Là. Là, Exact. 5 ans, on n'aurait jamais prédit ça. Là. Ouais. Fait que, tu sais, ce qui est important, c'est de se comparer à soi-même. Soit on a tendance à vouloir beaucoup se comparer aux autres, puis le rendement, mais il faut regarder chez nous de où on part, puis quel pas qu'on est capable de franchir à chaque année, puis c'est ça l'important. Là. Tu sais, on ne réussira jamais à faire
un argile Saint-Rosalie avec un sable. Là, fait que faut travailler avec nos sols à nous autres puis prendre les décisions pour chez nous. Là. Fait que c'est vraiment là qu'on va réussir à augmenter la rentabilité de nos parcelles. Là. Yes. Bon, allez, on était Fait que rendu c'est au ça. soya. Oui, on était rendu au soya. Fait que soya, ça a été une drôle de saison aussi. Moi, les premiers qui ont semé, Ouais. c'était autour du 28 avril à peu près. Il était trop tôt, le sol est à 5-6 degrés. J'étais un peu nerveux, mais en même temps, en regardant ce qui se fait en Ontario, puis on a appelé les gens de l'OMAFRA, voir comment ils travaillaient, puis ils nous disaient non, non, allez-y, semez-le juste un peu plus creux, pour pas qu'il varie trop avec les aléas de température. Parce que OK. ta surface de ton sol va beaucoup plus varier qu'un petit peu plus creux. Fait que, tu sais, on est allé le protéger une petite affaire plus creux. Puis c'est sûr qu'il n'a pas tombé de déluge. Là. Fait que, C'est quoi ton petit peu plus creux? tu sais, souvent, de bonne heure de même, on va essayer de semer dans la fraîche. Là. Fait qu'à 3/4 de pouce, 1 pouce max, on est allé jusqu'à 1,5 pouce. Là. Ah, OK, OK. Ouais. Fait que, tu sais, je ne parle pas de 3 pouces, là, mais jusqu'à 1,5 pouce, on est allé là. Fait que ça a permis un peu de protéger la fève. C'est sûr que ça a été long avant qu'elle sorte du sol, là, évidemment, là, mais ça a fini par sortir. Fait que c'est ça. Fait que ça a été les premiers semis de soya. Mais il est arrivé une petite catastrophe dans le soya. Puis, en tout cas, si tu sors tes cartes météo, là, c'est le 2 ou le 3 juin. Il est arrivé une gelée. C'est une gelée superficielle. Là. Il a fait à peu près -1 la nuit. Ben, il y a certains champs de soya qui ont gelé, mais qui ont Oui, oui. gelé complètement. Ça non plus, j'avais jamais vu ça. J'ai déjà vu des fois une petite feuille qui avait bruni et tout, là, mais tu sais, dire gelé en dessous des cotylédons, c'était quand même assez particulier. Puis à l'intérieur du même champ ou de la même région, il y avait des champs gelés, puis il y avait des champs qui n'étaient pas gelés. Puis la seule différence, les seules différences, de un, les sols sableux, ceux-là ont gelé beaucoup plus facilement parce qu'ils n'ont pas la même capacité d'absorber la chaleur pendant le jour, les sables. Fait qu'ils vont venir très chauds le jour, mais ils vont refroidir beaucoup la nuit. OK. Fait que, en terre sableuse, il fait plus froid. Fait que quand ça baisse à -1, ben, tu es plus proche du -1 dans le sable versus quand tu es en argile. Puis les champs qui ont gelé aussi, c'est ceux qui étaient près des résidus de maïs. On parlait tantôt qu'on a eu de la misère à travailler nos champs ce printemps à cause des cotons de maïs. Bien, ce matelas de résidus-là empêchait aussi le sol de se réchauffer. Fait que pendant la nuit, quand ça baissait à -1, ben, dans le fond, le sol n'a pas réussi à dégager assez de chaleur pour protéger le soya. Fait qu'on s'est réveillé 1-2 jours après avec vraiment du soya complètement mort. Là. Moi, dans la région, j'ai refait semer au-delà de 1000 acres de Hey soya boy. qui a été ressemé dans le coin. Oui, oui, c'est vraiment énorme. Puis des fois, tu te questionnes. Là. Des fois, c'était des ronds dans le champ qui étaient morts. D'autres fois, c'était tout le champ. C'est assez difficile de prendre une décision en dire je ressème puis je ressème pas. Là. On s'était donné un barème de dire quand tu as 80 000 plants en moyenne à l'acre et moins, on ressème. Au-delà de OK. 80 000, je pense que le soya est capable de tolérer. Puis d'ailleurs, ben, on fait des parcelles à chaque année ensemble, puis on prend nos populations à l'automne. Mais régulièrement, dans tes champs de soya, on voit du 85, 90, 95 000 plants à l'acre. Puis tes rendements ne sont pas gênants du tout. Là. On va chercher du 1,3 tonne dans le soya. Là. Fait Oui, que, c'est oui. pour ça. Fait qu'en se donnant le barème de 80 000, bon, on est parti avec ça, mais fait que je pense que ça a été une bonne décision. Là. Ceux qui ont ressemé, ils ont quand même fait des pesées à l'automne, puis ça a valu la peine. Tu sais, on n'a pas atteint des 2 tonnes à l'acre, sauf que ça a quand même donné au-delà de la tonne à l'acre dans les champs qu'on a ressemés. Si on n'avait pas ressemé, des fois, il y avait 20 000 plants à l'acre. Là. Ça n'aurait pas Oh, fait wow. grand-chose. Là. Non, 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 non. C'est pas bon dans ce temps-là. Là. C'est pas bon. Puis là, Ah tu sais, non, pas du tout. moi, j'en ai qui ont gelé, mais c'est rien que les premières feuilles unifoliées qui avaient gelé. Mais Oui, le exact. cotylédon n'avait pas En automne, gelé. Mais ça a retardé le plan de pratiquement 1 semaine et demie, 10 jours facile, là. Ah, vraiment, vraiment. Parce que là, il faut que la plante, tu sais, souvent, quand le point de croissance est mort, ben là, il fallait que ça parte des bourgeons axillaires. Là. Fait qu'à Ouais, l'aisselle des cotylédons, il repartait vraiment 2 branches. Et là, ça demande beaucoup d'énergie au plant. Là. ouais. C'est sûr qu'il cherche à aller faire son rendement, mais
il en perd un peu pareil parce que là, il sort 2 branches là, mais c'est des branches qui sont plus petites, des branches qui sont plus fragiles. Puis avant la récolte, j'ai même vu, je trouve qu'il a rentré plus de maladies dans ces branches-là. Il y a des branches qui cassaient puis qui tombaient dans l'entre-rang, surtout dans les champs aux 30 pouces, là, parce qu'il y avait plus d'espace. Là. Fait que ces branches-là tombaient puis c'était plus dur à battre. Là. Fait que c'est sûr que c'est vraiment pas souhaitable là, d'avoir une gelée dans le soya, mais encore là, le 2-3 juin, c'est pas quelque chose qu'on voit habituellement, là, une gelée mortelle aussi forte que ça. Là. Non, puis une gelée mortelle Fait que, quasiment début septembre aussi là, pour le soya. Je me souviens plus c'était oh oui, quelle date. exact. Là, je pense qu'on. Ben, c'était-tu le 9 septembre ou dans ces coins-là? Faudrait que je ressorte mes chiffres, mais c'était vraiment pas tard en septembre qu'on a eu une Parce gelée, qu'on prend les effectivement. variétés de soya, mettons, qui étaient tardives, qui ont gelé au printemps, qui ont été retardées, puis que ça a gelé de bonne heure à l'automne. Ah Bon non, fait rendement. que là, ben exactement. Puis quand ils ont gelé à l'automne, il y avait encore toutes les feuilles. Fait qu'un Ouais. soya qui gèle avec ses feuilles, ben on peut déjà anticiper que la fève va être plus petite. Puis automatiquement, ça vient jouer sur le rendement. Juste sur le calibre de la fève, ça peut être 20 de ton rendement. Ben oui. Fait que c'est assez majeur. Là. Fait que c'est pour ça qu'il faut aller chercher les variétés le plus possible. Oui, de pleine saison, mais il ne faut pas exagérer. Des fois, j'en fais des tests dans la région, d'essayer des maturités de 1,2, 1,5. On n'est jamais capable d'aller battre les 0,8, 0,9 parce que ça gèle avec des feuilles, puis on perd tout l'avantage qu'on aurait si la fève s'était remplie complètement. C'est ça. Ouais. Fait que c'est un peu ça, c'est un peu le résumé des champs de soya, mais ce qui nous a le plus aidé, parce qu'au final, il y a eu des très beaux rendements dans le soya. Là. J'ai vu des records de rendement cette année, des champs complets ou même des producteurs complets au-dessus de 2 tonnes à l'acre. C'est assez majeur. Là. On a vu ça. Fait que ce qui a fait la différence, zéro maladie. Ouais. Ben, non, ouais, zéro maladie. Je ne veux pas dire maladie. Zéro sclérotinia, moisissure OK. blanche. Il y a eu des maladies. On a vu du phomopsis, on a vu de l'anthracnose qui a affecté le rendement dans certaines terres. Du phytophthora aussi que j'ai vu dans des champs. Mais la moisissure blanche, c'est la principale maladie qui a un impact sur le rendement dans le soya, dans le coin. Puis elle, le fait qu'on a eu un été très sec, c'était très sec pendant la floraison. Fait que le champignon, les spores du champignon, il doit avoir de l'eau pour que le champignon pousse, qui émette ses spores, puis qui contamine la fleur du soya. Puis à ce moment-là, on n'avait pas d'eau. Fait que ça a vraiment protégé le soya. C'est ce qui a fait que les champs qui n'avaient pas gelé au printemps, ont réussi à aller chercher des rendements qui avoisinaient les 2 tonnes à l'acre, avec des prix de vente qui a presque avoisiné les 670 piastres de la tonne dernièrement. S'il y en avait Mais encore dans le silo. s'il y en avait dans le silo, ce qui restait plus nulle part. Fait que c'est facile à dire, j'ai perdu 200 pièces de la tonne, mais non, c'est pas le cas. Non, Mais non, tu n'as pas imagine la perdu 200 pièces. rentabilité. Non, c'est ça. C'est sûr, si tu regardes le maximum que tu aurais pu avoir. Mais imagine 2 tonnes à l'acre de soya, 670 pièces la tonne. La marge nette à l'acre, c'est démesuré. Ah, le gars va être content, ça va en prendre de l'impôt qui rentre pour payer ses niaiseries. Et tabarouette, oui. On va payer longtemps. T'as aussi bien de dire ça à tes enfants tout de suite. Oui, fait que c'est ça au niveau du soya. Fait que dans le fond, le constat, variabilité. Fait que les champs semi-directs avec beaucoup de résidus ont eu plus de difficultés en 2020 Oui, versus les autres années. Fait que mon cas, ça c'est plus la clair. grêle. Ah oui, c'est vrai, je n'ai pas parlé de la grêle, mais il y a eu de la grêle. On était en septembre. Hein, c'était juste Non, avant c'est la au mois récolte. d'octobre. Oh. C'est au mois Ah, d'octobre. c'était au début octobre. Ouais. Ouais, c'est vrai, le soya était sec. Ouais. Oui, oui. Fait Moi, que ça, on était en train de il n'y a débattre, on a pas. tout serré à la machinerie. Puis à un moment donné, j'embarque dans le pick-up. Qu'est-ce que c'est, tabarouette, il grêle. Mais tu sais, il a commencé à grêler tout de suite. S'il avait mouillé avant, pour mouiller les gousses, humecter les gousses, ça Ouais. aurait probablement été moins pire. Là, la grêle, elle a frappé ses gousses. Le lendemain matin, je marchais dans le champ. Qu'est-ce que j'entends là, moi? J'entendais les gousses éclater. Toutes les gousses avaient été attaquées. Là, les gousses rouvraient, les bines tombaient à terre. J'ai probablement quoi? Un quart de tonne à terre, là, perdu net. Là. Il ne se ramasse pas, lui, là. Ah, facilement. Je n'ai fait des décomptes là, avec un quadra, là, vraiment. Tu mets un pied carré à terre, puis tu comptes le nombre de fèves, puis bon, tu divises ça par le nombre de fèves au kilo. Puis ça donnait ça pratiquement un quart de tonne à l'acre dans certains cas. Là. Fait que c'est assez majeur. Un quart de tonne à l'acre à 500 pièces la tonne, là, ça va assez vite. Hein. Ouais, c'est ça.
C'est ça. Lui, il est perdu, on ne peut pas aller le rechercher. Non, non, exactement. Bon, on pourrait dire qu'il va nous ramener de la matière, la matière organique dans le champ, mais ça n'en fait pas assez, ça non plus. Non, non, pas trop. Puis comme moi, dans mon cas, cette année, toutes les étoiles étaient alignées pour avoir une épine dans le pied tout le temps contre le soya. Le gel de bonheur, le gel hâtif, aussi la grêle qui est arrivée dans un champ. Pas partout dans un champ, mais c'était probablement mon meilleur rendement qui était dans ce champ-là. Ben oui, c'est ça. C'était là qui était le plus beau, mais fait que c'est ça notre nature au Québec. Ouais. Là. Puis Faut vivre avec. Mais au final, tout le soya était récolté humide. oui, ouais, exact. Ça passe au séchoir tout au complet. Là. Ah oui. Fait que non. Fait que c'est ça. Fait que ça a fait une saison en dents de scie, mais avec une rentabilité finale bien correcte parce que les prix ont quand même été au-delà de 450 la tonne là, pour à peu près tout le monde. Là. Fait que ça a donné une belle rentabilité à l'autre pour les producteurs du coin. Là. C'était inespéré ce qui était arrivé. On n'avait pas vu ça. Là. Les prix avaient planté au mois de mars après le COVID. Là. Toute la bourse, tout avait planté. Fait que les grains avaient suivi, mais après ça s'est mis à monter. Fait que, un peu comme tout le restant de la bourse, il y a eu un effet slingshot assez incroyable. Puis on le vit encore aujourd'hui avec le prix des grains. Là. C'est ça, c'est encourageant de voir ça. Puis là, ça donne une belle motivation pour 2021. Oui. Oui, on va en faire des expériences. Là. Mais ben, pour vrai, c'est un petit peu, c'est l'année pour ça. Tu sais, des fois, tu essayes des choses, tu sais que ça a un effet sur le rendement, mais ça n'a pas un effet économique sur le rendement. Sauf qu'avec du maïs à 250 au-dessus, puis du soya à 550, ben, chaque petit dixième de tonne à l'autre peut te ramener beaucoup de profit. Là. Fait que oui, on va en faire des tests un petit peu plus. On va essayer des choses, c'est certain. Fait que ouais. Puis là, ben, c'est ça. Si on complète notre saison 2020 avec le maïs, ben, au final, vous le savez, vous avez récolté du maïs qui était très sec, hein, entre 18 et 23 d'humidité. Surtout la température quand on a récolté le maïs. Le soya, c'était l'enfer. Il mouillait tout le temps. Dans le maïs, s'il m'a fait beau, s'il m'a fait chaud. Le 15 novembre, 5 h du matin, je suis sorti de la maison en T-shirt. Puis le séchoir boucana pas. Là. J'ai vu le séchoir boucaner 2 fois, je pense, cet automne. Ça n'a pas pris de propane. En tout cas, c'est 40 moins de propane que ça prend versus pas l'année passée, mais la moyenne. Parce que l'année passée, c'était 2019, là, on oublie ça. Là. Mais si on fait une moyenne sur 5 ans, 2019 qui était vraiment de la merde, puis 2020 qui était incroyable, ben, tu fais une moyenne sur 5 ans, ça revient au même. Là. Ben, on a passé d'un extrême à l'autre, mais des automnes comme 2020, n'importe quand. Amenez-en de la belle température sèche. On n'a pas magané les champs. Ben, à part dans le soya, là, tu parlais du soya, il mouillait tout le temps. Fait que c'est sûr que c'est fait des traces dans le soya. Là. Mais dans le maïs, là, superbe, le poids spécifique était beau. Ça, c'était parfait. De l'averse, pas du tout. Vraiment très peu. Les seules places où j'ai vu de l'averse, c'est où il y avait des problèmes de chrysomèle des racines. Dans le fond, de plus en plus, la chrysomèle est problématique. Là. Fait que les retours de maïs sur maïs pas protégés avec de la biotechnologie, ça a causé de l'averse. Puis oui, dans l'argile, mais des fois dans des longs argileux, puis tu t'en vas même vers le long de sableux dans certains cas. Fait que c'est les seules places qu'on a vues. J'ai déjà vu ça de la pierrale dans un champ qui était plus sablonneux. Je ne m'attendais pas à voir ça. Comme du verre fil de fer dans le sable. Dans le sable, oui. Mais on m'a tout le temps dit c'est sur des retours de foin. On ne fait plus de foin depuis. Mon père vendait des vaches en 91. On n'a pas refait de foin. À un moment donné, on arrive dans le champ de maïs. Qu'est-ce qui se passe? On check ça. Verre fil de fer. Oh! Ah oui, quand il s'installe, lui, là, oui, il aime la matière organique, là, mais il aime aussi l'amidon. Fait que, les producteurs de pommes de terre, ils savent. Puis, mais dans le maïs, dans les terres un peu plus sableuses, oui, il y a des risques d'avoir du verre fil de fer. Dans la région, on fait quand même beaucoup de pièges, puis on voit qu'il y en a. Là. Il y en a des populations assez élevées dans certains champs pour justifier l'insecticide sur la semence. Ça, c'est sûr. Fait que c'est ça. Fait qu'au final, le maïs, il y a eu des rendements corrects. J'ai fait énormément de parcelles dans le coin, puis j'aurais aimé voir des 6 tonnes à l'auge sec, c'était même des 6,5, mais non, c'est arrivé. Il y a une place que j'en ai vu un 6 tonnes, mais sinon, ça jouait
3 tonnes 8, 4 tonnes, 4 tonnes 2, 4 tonnes 6. Mais tu sais, pas rien de record. Là. Mais du beau maïs pesant et sec, mais pas de record. Qu'est-ce qui a fait ça? Là? Maintenant, on regardait nos épis. Là. Il manquait 2 rangées. Ouais. Souvent, tu vas dire, hey, j'aime ça, j'ai du 16 rangs, du 18 rangs. Ben, nos 16-18 étaient plus du 14-16 cette année. Fait que ces 2 rangées-là ont vraiment ennuyé parce que la longueur de l'épi était belle, ça c'était correct. Tu pouvais compter 35, 40, 42 grains de long, ça, il n'y avait pas de problème, mais c'était vraiment le nombre de rangées qui était problématique. Puis le nombre de rangées, c'est la première chose qui se détermine chez le maïs. Ça se détermine autour de V4, V5. À ce moment-là, c'était la grosse sécheresse. C'est là que le maïs était en misère. Oui, c'est ça. Si on avait eu un petit peu plus de pluie, ça aurait peut-être aidé à avoir 2 rangées de plus sur l'épi. Ah oui, vraiment, vraiment. Puis là, où ce que j'ai vu les meilleurs rendements de maïs, on en parlait tantôt, c'est les retours de céréales. C'est des terres qu'on dirait que justement la vie microbienne était meilleure, la matière organique était plus belle. Fait qu'on voyait moins les symptômes de sécheresse versus un maïs sur maïs ou un maïs sur soya. Ça faisait une grosse différence. Là. Fait que ces champs-là, souvent, ils ont réussi à les avoir leur rangée de plus, puis ça a donné un petit kick de rendement supplémentaire. Mais c'est ça, au final, ça n'a pas été une catastrophe. Ça a été des bons rendements, une moyenne correcte. Fait que, avec un prix de vente excellent aussi. Fait que, au final, ça a donné ça aussi une très belle rentabilité là, pour les producteurs. Oui. Fait qu'au Le prix final, est encore bon. Là. On n'a pas à se plaindre. Oh oui, vraiment. Fait que ça a été une belle saison 2020 malgré tout, là, quand tu regardes ça là, en termes de rentabilité. Fait que c'est pour ça qu'il doit se vendre un peu de machinerie cet là. Ouais, t'es encore pas mal cher. Ça aussi, ça a monté. Oui, ça a monté, mais au moins, il y a quelques beaux programmes pour ceux qui peuvent y avoir accès. Là, l'initiative ministérielle du MAPAC là, pour les producteurs en grande culture. Mais il y a quand même des fois moyen d'aller chercher des équipements pour sauver du temps. Fait que, Oui, c'est ça. ça Mais il peut faut que être. tu prouves que tu sauves du temps. Là. Comme moi, je me suis équipé avec Oh, il faut. le système Agrilog pour la gestion Oui. de mes ventilateurs de silo. Ça, je ne reviendrai pas en arrière, par exemple. Pour sécher le soya cet automne, je l'ai fait descendre juste avec la ventilation, mais ça partait tout le temps au bon moment, ça arrêtait au bon moment. J'ai été capable de faire baisser mon humidité de soya juste avec la ventilation sans mettre de chaleur. Ah oui, mais tu sais, c'est un système qui est fiable, qui pense à ta place. Tu sais, c'est une intelligence qui est là 24 heures sur 24, qui analyse l'humidité de l'air et tout. Fait que Ah non, c'est oui, un super bel outil. Fait que oui, ça c'est le bon exemple d'outil qui te fait sauver du temps, mais imagine l'argent qui te fait sauver aussi. oui, oui, Tes oui. vannes de soya ne déclassent pas. Puis, fait que non, fait que c'est des petites choses comme ça qu'on peut faire comme amélioration pour les prochaines années qui vont nous permettre de sauver un peu de temps parce que de la main-d'œuvre, on le sait, il n'y en a pas beaucoup. Fait qu'il faut se fier à nous-mêmes et à l'intelligence artificielle quand on peut. Ouais, c'est ça. Un peu comme moi, je travaille en équipe Fait de que 1. voilà. Fait que ben, toute qu'une équipe, par exemple. Oh, oui, oui. Donc, ça fait le tour, Alex? Ben oui, ça fait le tour. Fait que ça fait une bonne première fois. Fait qu'un beau résumé de la dernière saison. Yes. Hey, je te remercie beaucoup. Puis Alex va participer des fois quand on va avoir d'autres entrevues, il va participer avec nous autres. Donc, sur ça, bon, Bon, mais ben, je ça vous va me faire dis un grand plaisir. yes. Hey, un gros merci. Puis à la prochaine, tout le monde. Bye.